Bonjour à tous, moi c'est Adrien. Et bonjour à tous, moi c'est Nathan. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un truc qu'on fait habituellement, c'est on discute tous les deux autour des technologies et souvent lors du Mic FM finalement, mais aussi en off quand on se voit au Microsoft Innovation Mhm. Center de Mons. Et Nathan est féru de nouvelles technologies. Moi je suis plus dans la partie enterprise, j'adore tout ce qui est technologie pour les grandes entreprises. Et finalement on est arrivé à un moment où on s'est dit, ben, toi, tu aimes bien GitHub, moi j'aime bien Azure, Pipeline, Repo, DevOps, etc. Pourquoi on ne ferait pas une session ensemble? Et donc, Nathan, si tu peux te présenter en quelques lignes. Ouais, donc moi je suis geek astronaute chez Spaceway et je suis développeur évangéliste au MIC. Voilà. Et toi, Adrien, présente-toi un petit peu. Et donc, moi, je suis Adrien. Je suis lead designer chez Inginco ePayment, basé à Bruxelles. Donc, je suis responsable technique pour tout ce qui est les grosses entreprises, les intégrations avec les grosses entreprises pour le monde du paiement en ligne. Et je viens de créer ma boîte qui s'appelle Sense of Tech et où je commence ma nouvelle carrière dans quelques semaines. Ça va être super cool. Et donc, si on veut te suivre, Nathan, on peut te suivre sur Twitter avec quel hashtag? Nathan Pire. Et toi, Adrien, c'est à Clairbois, c'est ça? C'est bien ça, oui. Merci, Nathan. Alors, aujourd'hui, notre aventure, elle est basée sur une discussion qu'on a déjà eue et qu'on a envie de partager avec vous. C'est GitHub Action et Azure Pipeline. Qu'est-ce que c'est? On va donc faire une petite introduction avec le DevOps, un peu revoir pourquoi est-ce qu'on a vraiment cette présentation entre le GitHub Action, en quoi ça consiste, et Azure DevOps, pourquoi l'utiliser. Et on va vous montrer par une petite conclusion à la fin comment les mettre ensemble en commun, parce que ça peut être super cool aussi de prendre les forces de chacun et de pouvoir avancer avec. Alors au niveau du DevOps, une petite introduction qu'on peut faire, c'est la célèbre bataille entre le département des développeurs. Donc les développeurs, c'est les gars qui sont un peu geeks derrière leur clavier, qui veulent écrire de nouvelles C'est fonctionnalités, nous, quoi. faire du code. Et de l'autre côté, on a les Ops, l'infrastructure, les gens qui sont responsables de faire en sorte que ce que les développeurs ont développé reste stable en production. Mais donc, le problème que eux rencontrent, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau code qui va arriver, il y a un problème, il y a un problème possible d'instabilité sur la plateforme. Et donc, on voit souvent les développeurs qui sont super contents de vouloir mettre en prod, donc ils balancent leur code de l'autre côté du mur, du côté de chez les Ops, et hop, boum, ça explose parce que ensemble, il n'y a pas de communication. Ils ne s'attendaient pas à du code qui change de plateforme, qui change de framework ou autre. Et donc, on arrive dans une situation où, ah mince, tout a changé. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mieux collaborer? Et donc, il y a un mindset, une culture qui rentre en compte, un peu comme l'agilité, qui s'appelle le DevOps, qui est finalement la contraction entre les développeurs et les opérationnels. Et l'idée derrière, générale, c'est de se dire que tout le monde est dans le même bateau. Comment est-ce qu'on peut ensemble, dans le même bateau, arriver à faire en sorte de mettre en production de façon facile et de permettre aux développeurs de faire ce qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire développer, et aux opérationnels d'être sûrs que ce que les développeurs ont développé sera stable en production. Alors, une des façons pour y arriver, c'est par exemple l'intégration continue. C'est de se dire que on va vouloir stabiliser notre code. Donc, on a un repository qui est distant. Chaque développeur va développer de son côté et va remonter sur un source control. Prenons un exemple Git, par exemple, pour pouvoir compiler son code. Et on va automatiser les tests pour s'assurer que derrière, les unités de test tournent et que ça fonctionne correctement. Donc, ça va vraiment nous permettre de pouvoir être sûr et de s'assurer que tous les développeurs qui travaillent autour du même produit ont le code qui soit stable et qui soit toujours green. Quand j'entends green, c'est-à-dire qu'il compile et que les tests soient verts. Après, pour aller un peu plus loin, là, on va rentrer un peu plus dans la partie opérationnelle. On va déployer, grâce au déploiement continu, ce que le build a généré, donc finalement ce qu'on appelle un artefact, pour déployer ça dans un environnement de staging, de test, ou plusieurs petits environnements si c'est nécessaire, et nous permettre de pouvoir aller vers presque près de la prod. Mais par contre, ici, dans la partie déploiement continu, on va surtout stopper avant de mettre en prod. On va s'assurer que tout soit vert, que tout soit fonctionnel avant de pouvoir mettre en prod, et donc on va avoir une action manuelle pour pouvoir déployer en prod. Enfin, pour aller encore plus loin, parce qu'on veut automatiser, parce qu'on veut vraiment éviter d'avoir des actions manuelles, parce que si jamais il y a Jean-Jacques, le gars qui va appuyer sur le bouton pour mettre en prod est malade, ben, C'est ça. on va essayer de trouver une façon de pouvoir aller encore plus loin dedans.
Et donc, on va faire de la livraison continue, du continuous delivery, où on va faire la même chose que le déploiement continu, mais au moment on va faire des tests d'acceptance, on va faire des tests d'acceptance qui soient suffisamment robustes pour ne pas avoir de tests pour ne pas avoir de régression. Ce qui va permettre vraiment d'être sûr et de pouvoir avoir une assurance derrière que le code qu'on va mettre en prod soit un code qui soit vraiment propre et qui peut aller en prod sans bug. C'est ça. Et donc, justement, pour héberger ce code, on peut utiliser GitHub. GitHub qui est en fait un service web d'hébergement et de versionning qui utilise Git, donc comme tu disais tantôt, Adrien. Il existe depuis avril 2008, donc ça fait déjà un petit temps. Il a plus de 40 millions d'utilisateurs. Il est autant pour un usage communautaire, professionnel et privé. Et il propose des services gratuits et payants. Hop, hop. Donc, GitHub, c'est pas seulement ce système-là, c'est aussi un réseau social pour pour le source control, mais il a aussi d'autres fonctionnalités qui sont GitHub Actions, GitHub Package, Project Management et Hosting. GitHub Actions, on va en parler un petit peu plus loin. Et GitHub Package, en fait, c'est pour pouvoir faire vous-même vos packages, un peu comme les NPM Package, et directement avoir le code et le déploiement et le hosting de ce package au même endroit. Le project management, c'est comme son nom l'indique, ça va vraiment être pour pouvoir vraiment gérer un projet, etc. C'est hyper utile pour tout ce qui est open source. Et le hosting, c'est avec les GitHub Pages, vous pouvez hoster des sites internet directement sur GitHub. Ce qui est super cool avec ça, c'est qu'on peut écrire son propre blog dessus. Le mien, C'est ça, ouais. blog.be, il est sur GitHub Page et c'est vraiment super cool. C'est juste du Markdown, on remonte ça sur GitHub et hop, on a un site web qui est disponible. Ouais, c'est ça. En fait, tous les sites web statiques sont possibles d'être hostés sur GitHub Pages. Et donc, les plans tarifaires de GitHub, il y en a plusieurs. Il y a le free, qui peut être utilisé par tout le monde et qui permet des repositories illimités, autant privés que publics. Mais dans les repositories privés, on a droit qu'à 3 collaborateurs. On a aussi 2000 minutes d'action qui sont disponibles par mois. Enfin, et plein d'autres solutions. Après, on a le Pro qui peut vous permettre plus de choses. Et ensuite, on a d'autres qui se déclinent par rapport à vos besoins. Ici, on parle vraiment d'un monde lié à l'entreprise. Hein. C'est ça, oui, voilà. Donc après le pro, c'est plus tout ce qui est lié à l'entreprise. Alors, de l'autre côté du ring, parce que finalement, c'est un peu une bataille, puisque finalement, on avait GitHub Action et en face, on a Azure DevOps. Azure DevOps, vous connaissez peut-être sous un autre nom. Vous avez peut-être connu ça sur Visual Studio 2005 Team System. C'est la première bouture, finalement. Après, il y a eu pas mal d'autres noms de renaming. On a eu Visual Studio Online, on a eu VSTS, Visual Studio Team Services, TFS peut-être, Team Foundation Service. Mais on n'est pas à la première version, comme malheureusement GitHub Action est. On est plus sur un produit qui est beaucoup plus utilisé dans les milieux d'entreprise et qui est beaucoup plus qui a un passé beaucoup plus grand. Alors, ce qui est super cool avec Azure DevOps, c'est que ça a été une nouvelle mouture qui a été faite en 2018 avec un design qui est beaucoup plus sexy, beaucoup plus facile à prendre en main, qui utilise les dernières technologies du web, l'HTML5, pour pouvoir aller plus vite et d'avoir aussi une responsiveness au niveau des écrans pour être disponible sur tous les écrans. Et ça, grâce à la dernière mouture, on est arrivé dans un mode où on a 6 services qui sont disponibles. On a la partie overview qui nous permet d'avoir une introduction au projet, un dashboard et un Wikipédia pour collaborer et informer. On va avoir un board, donc tout ça c'est pour la partie gestion de projet, avec du Kanban, du Git, du Scrum, tout ce que vous voulez pour gérer le board, et il est facilement modifiable par rapport à vos besoins. On va avoir la partie repo qui permettra de pouvoir hoster vos repositories. On va avoir la partie pipeline qui va nous intéresser ici aujourd'hui et qui va nous permettre de pouvoir réaliser des pipelines de compilation et de pouvoir tester et de déployer. On va avoir des test plans qui vont nous permettre de pouvoir déterminer tous les tests manuels ou exploratoires. Et enfin, comme GitHub, on va avoir une partie pour le packaging qui s'appelle Artifact, qui va contenir des packages Nuget, NPM ou Maven. Au niveau du pricing, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez des services individuels, donc si vous avez besoin que de faire de l'Azure Pipeline ou de l'Azure Artifact, vous pouvez le faire. Vous en avez par défaut un qui est gratuit. Dans les deux cas, au niveau de l'Artifact, c'est 2 gigas. Au niveau du pipeline, c'est un gratuit avec un certain nombre de minutes qui s'élève par mois à 1800 minutes, mais vous pouvez le faire en self-hosted, d'avoir votre propre machine chez vous, contrairement à ce que GitHub vous propose. Au niveau des licences, vous pouvez aussi prendre un package complet avec le pipeline, le board, les repos et les artefacts,
qui sont gratuits à partir de jusqu'à 5 utilisateurs, et après, vous commencez à payer. Mais pour toute la partie paiement, je vous invite à simplement aller sur la calculatrice, comme Denis vous l'a montré dans le speech précédent. Il y a une calculatrice aussi pour pouvoir vous permettre de déterminer une estimation du prix que ça va avoir. Azure DevOps est disponible dans le cloud, mais aussi on-premise. Vous pouvez aussi l'installer grâce à Azure DevOps Server sur vos machines. Et ensuite, il y a GitHub Actions. Donc, GitHub Actions, c'est un système d'automatisation de workflow, de continuous integration et continuous delivery. Il existe depuis le 8 août 2019, donc il est assez jeune comparé à Azure DevOps qui maintenant remonte un petit peu. C'est pour un usage personnel, communautaire et professionnel. Et donc, comme l'a dit juste avant Adrien, donc il ne peut qu'être hosté dans le cloud et il utilise le YAML. Donc ici, on peut voir aussi que pour les public repositories, c'est free. Donc parce qu'en fait, GitHub, chez GitHub, ils adorent l'open source. Donc ils préfèrent mettre ça free pour les public repositories. Après, pour les private repositories, vous avez un pricing que vous pouvez retrouver sur le GitHub pricing. Et donc, justement, je disais que YAML était utilisé pour GitHub Actions. Mais YAML, qu'est-ce que c'est? YAML, c'est Yet Another Markup Language. Donc, c'est une syntaxe c'est un markup language qui a une syntaxe qui est plus lisible que le JSON et le XML. Donc, on a tous déjà regardé dans du XML et dans du JSON et des fois, on s'y retrouve pas. Là, avec le YAML, c'est plus simple de le lire et de voir plus d'informations. Il permet aussi de faire des représentations plus complexes que le CSV. Mais attention, un truc que j'ai eu beaucoup moi ces derniers temps pendant que j'ai fait la présentation, c'est que chaque espace compte et du coup si vous ratez un espace, vous pouvez tout foirer. Ensuite, le YAML, il y a des avantages et des inconvénients pour moi. Les avantages que GitHub a choisi le YAML, c'est que c'est du build as code, donc c'est vraiment du code qui est utilisé. Il est historisé. Historisé pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aussi un fichier qui se trouve dans votre repo, et donc vous n'avez pas, vous avez toute l'historisation de votre fichier qui est disponible, et il est aussi lié à une branche. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de GUI disponible sur GitHub Actions, mais vous avez un marketplace qui peut vous aider grandement avec des actions toutes faites et des bouts de code qui vous permettent de faire facilement des actions. On pourra le voir juste après. Et donc, hop. Maintenant, on va passer à l'essentiel de ce qui nous intéresse le plus, la démonstration. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait développer un site web qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et on a pris un projet qui nous tient un peu à cœur, qui nous fait rire surtout. Il s'appelle Tartine Tech, Ouais. qui est fait par un gars un peu dans l'ombre comme ça, un Olivier le plus. Mais je suis pas certain quand même. Pas certain du gars. Et où, un peu comme toi, quand tu m'as invité, il a invité une charmante demoiselle pour son premier épisode à propos de la certification sur Azure. C'était vraiment chouette. Et donc, on a pris comme exemple Tartine Tech comme site web de base pour présenter ça. Et on s'est basé sur un projet en Razor Page avec la partie liée aux dépendances clients qui seront chargées grâce à Libman. Et Libman nous permet, comme NPM ou Bower, de pouvoir faire un restore des packages clients sans devoir les historiser de les remonter à chaque fois dans le projet dans lequel on se trouve. L'avantage de Libman, c'est que c'est supporté par Visual Studio dans la dernière version, et surtout qu'on peut l'utiliser soit dans Visual Studio, mais aussi en command line, en utilisant un .NET Tools. C'est ce que j'ai fait ici dans le scénario qu'on a ici, c'est-à-dire que j'ai utilisé le .NET Tools le .NET Core Tools pour pouvoir installer Libman sur le serveur, sur les différents serveurs, et pouvoir restaurer le package. En plus de ça, on a deux projets liés au testing. Un pour faire des unit tests, qui s'appelle website.test, et l'autre pour faire un peu plus de tests exploratoires automatisés, des smoke tests, si vous voulez, qui vont parcourir certaines pages du site web. Et donc, justement, comment est-ce qu'on déploie ce site depuis notre machine habituellement? Eh bien, ce qu'on fait, c'est d'abord un .NET Restore. Donc, ça va nous permettre de restaurer les dépendances .NET du site web. Ensuite, vu qu'on a utilisé Libman en tant que tool, on fait un .NET Tool Restore pour installer localement Libman sur notre machine. Ensuite, après, on va faire un .NET Libman Restore, donc pour remettre en place les dossiers comme Bootstrap, etc., qui sont utilisés d'un point de vue client sur notre site web. On fait un .NET Build pour justement build notre application. Ensuite, on a les tests qu'Adrien a pu faire et a pu mettre en place. On fait un .NET Publish pour packager toute notre application. Et pour finir, on le déploie sur Azure. Donc, habituellement, on fait ça sur notre machine. Cette fois-ci, on va le faire sur GitHub Actions.
Donc, pour le faire sur GitHub Action, c'est pas très compliqué. On va refaire exactement la même chose, sauf qu'on sera sur une machine qui sera hostée. Donc ici, on va arriver sur GitHub. On va aller dans l'onglet Actions et on va créer notre premier workflow. On va partir de zéro ici, vu qu'on sait bien ce qu'on veut faire. Donc ici, on peut voir qu'on a notre YAML, notre fichier YAML qui est disponible, et on peut voir que GitHub, à la création, nous ajoute directement des fonctionnalités. Donc il va lui donner un nom par défaut qui est CI. Il va mettre un trigger, donc c'est ce qui va actionner notre actions, qui par défaut est le push dans la branche master et le pull request dans la branche master. Après, on a des jobs et un système de build avec run, etc. Et donc justement, nous, on va modifier un peu tout ça parce que on n'a pas besoin de tout ça. On veut plutôt mettre donc on va changer le nom, on va mettre un CI/CD prod comme nom. On va mettre comme event seulement les pushes de la branche master. Et en fait, dans le build, on va mettre en run zone. Donc ça veut dire que ça va tourner sur une machine et on va lui dire qu'on veut que ça tourne sur une machine Ubuntu. Il y a la possibilité aussi de faire tourner sur des machines Windows, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, en dessous de run zone, on a les steps. Donc les steps, c'est vraiment ce qu'on veut faire à la machine. Donc comme je vous ai montré juste avant, c'est vraiment les étapes une par une qu'on a vu juste avant. Donc ici, on peut voir qu'on a toujours laissé la partie qui a été créée par GitHub. Et donc, on va passer à la prochaine. Hop. Je ne sais pas si c'est passé. Voilà. Et donc, ah, non. Hop. Petit souci technique. Voilà, c'est bon. Attends. Est-ce que ça va? Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on va retirer justement cette partie qui a été aussi autogénérée. Et comme on est sur une machine qui est vierge, on va devoir aller chercher, on va devoir installer les .NET Core. Donc ici, ce qui est bien, c'est que dans le Marketplace, il y a déjà un petit tool qui est déjà tout fait pour pouvoir installer .NET Core facilement sur la machine à distance. Du coup, on va taper dans le Marketplace Setup.NET Core SDK. On va venir ici le mettre dans notre code et on va venir lui dire, OK, en fait, j'ai envie que ça fonctionne sur la version de .NET 3.1. Donc voilà, là on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant on va pouvoir attaquer justement les étapes qu'on a vues juste avant. Donc on va pouvoir venir les mettre. Donc on va faire l'installation de dépendance avec un .NET Restore. Ensuite, l'installation des tools en local avec un .NET Tool Restore, en lui mettant bien le working directory. Ensuite, on va faire un .NET Libman Restore. Après un .NET. Et là, et là, on est bon. Donc là, on a remis tous les trucs. Donc ici, maintenant, on va passer à la partie vraiment le build et le test. Le build, oh, ouais, voilà. Le test et le publish. Donc le build, on va build l'application, tout simplement. Ah, j'ai été trop vite. Hop. C'est pas grave, continue. Ouais. Donc on va build l'application, on va la tester avec les tests d'Adrien. Et après, on va la packager dans une origine. Donc, on va lui dire un output plutôt. Donc, on va lui donner un directory bien spécifique. Ensuite, Je te suis bien maintenant. ouais, Ici, on a vraiment fait la partie liée à la dépendance. On a été rechercher les c'est dépendances. ça. Donc, on a vraiment fait les étapes qu'on a vues juste avant, toutes les étapes. Sauf là, on n'a pas encore fait le déploiement sur Azure. Donc là, maintenant, on va partir sur le déploiement sur Azure. Et ce qui est bien, c'est que vu que GitHub appartient un petit peu à Microsoft, eh bien, on a dans le marketplace déjà toutes des fonctionnalités qui sont implémentées et toutes des actions qui sont déjà disponibles dans le marketplace pour Azure. Donc là, on va aller chercher, comme vous pouvez le voir, Azure Web App. Et on peut voir qu'on a tout un code qui est disponible. Mince. Ouais, on a tout un code qui est disponible justement pour pouvoir déployer une web app. Donc on va aller chercher. Voilà, et on va le copier-coller comme on a fait avant pour l'installation du .NET Core SDK. Voilà. Et donc là, il va nous demander, donc on a plusieurs possibilités. Là, il va nous demander d'aller chercher le nom de la web app. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans mon Azure, je vais récupérer le nom de la web app et je vais le mettre dans le code. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais retirer tout ce qui n'est pas utile pour moi. Donc, par exemple, il y avait donc ici, par exemple, on va aussi retirer les images, les configuration files et les startup commands parce que je n'en ai pas besoin. C'est par exemple si vous avez besoin de faire du Dockerfile, etc. Voilà. Je ne sais pas si... Ouais.
je passe. Et donc voilà, ici on va venir mettre ici dans le publish profile. Hop, Les gars, je m'incruste vite Ouais. fait. Ouais. Est-ce que vous pouvez, quand vous êtes sur le call, le YAML, zoomer un peu? Parce que les gens disent qu'on voit pas assez bien dans le navigateur. C'est écrit trop petit. Ouais, attends, ce qu'on n'est pas. Surtout quand vous montrez du YAML, ça serait cool. On montre ça tout de suite. Top. Merci, je vous laisse. Merci. Hop, on va dans l'YAML. Voilà, je vais pas te cacher qu'on a triché un petit peu, on a fait des vidéos pour être sûr que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Donc tu donc- peux aller chercher dans le prod, ouais. Non, tu dois aller directement, Alors, ce sera plus simple dans le code directement. Hop. Dans le workflow, dans le prod, c'est ça. Et là, on peut zoomer du coup. Est-ce qu'on voit mieux? Ouais. Je pense que les gens voient mieux, ouais. Du coup, en fait, ici, on peut voir qu'on a le publish profile. On l'avait pas encore mis dans les vidéos, mais le publish profile, c'est justement le fichier qui va vous permettre de déployer sur Azure facilement votre web app. Donc, on va aller juste le rechercher sur Azure, dans les options d'Azure. On prend le publish profile. Je vais juste le mettre. Attends, parce que là, c'est le slide juste avant. Donc, voilà. Hop. Ne touche à rien. Voilà. Ça ne touche plus rien. Donc, voilà. Là, on va chercher le publish profile. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va l'ouvrir tout simplement avec un notepad. Ici, j'utilise un notepad++. Et je vais retourner dans mon GitHub. Je vais aller dans les settings. Et je vais ajouter un nouveau secret. Un secret, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est disponible que pour les collaborateurs du système, enfin du repo, et qui est disponible aussi pour, par exemple, comme ici, les actions, vraiment tout ce qui tourne autour de GitHub. C'est comme si c'était un gros contexte. Donc là, ici, on va venir mettre les secrets.publish profile prod. Et donc, il va aller rechercher directement le fichier qui est le secret qui a été rajouté ici il y a quelques secondes. De voir le contenu Donc, du ici, fichier YAML, il peut aller directement sur le GitHub qui est disponible en ligne et de façon publique, c'est github.com/tartine-tech/website. c'est ça. Mais ici, en fait, on n'a plus besoin. Là, on a déjà fini en fait notre YAML. On va presque plus. En fait, là, le YAML pour la version prod est fini, donc on va plus y toucher. Donc maintenant, ce qu'on a à faire, c'est juste commit le nouveau, ce nouveau GitHub Actions. Et donc, on va commit le files. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer automatiquement un nouveau GitHub Actions. On va pouvoir le voir ici qui se lance. Et on va pouvoir justement regarder un peu tout ce qui se passe. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va être lancé dans une machine qui est hostée. Et il va démarrer, etc. Et pour le bien de la démo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé ce temps-là qui est de 1 minute 56. Et en fait, c'est pas si long que ça pour 1 minute 56, vu qu'on a quand même dû réinstaller tout, donc .NET Core, etc., et lancer, faire les tests et tout. Et là, on peut voir en fait que le site web fonctionne et tourne sur le prod. C'est bien. On a maintenant un CI/CD de prod, mais ce qu'on aimerait bien aussi, c'est d'avoir un CI/CD de dev. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le code qu'on a fait du YAML juste avant, et on va pouvoir créer un nouveau GitHub Actions dans lequel on va faire un CI/CD dev. Donc ici, je recrée un nouveau workflow simple. Je vais faire un copier-coller du code que j'avais juste avant. Sauf que là, je vais modifier. Hop, ouais. Je vais modifier le trigger qui sera plus une branche sur la branche master, mais sur la branche dev. Je vais aussi changer le nom pour que ça soit plus simple. Et ensuite, j'ai juste à changer le nom de l'application, donc lui mettre l'adresse, donc le nom de la nouvelle web app vers lequel je vais envoyer. Et je vais faire un nouveau secret, comme tout à l'heure pour le prod. Et là, je vais ajouter le publish profile de mon application de dev. Donc là, je change le nom. Et là, maintenant, je vais rajouter un nouveau secret. Donc là, j'ajoute mon secret. Je vais chercher dans mon Azure, encore une fois, dans la web app, mon publish profile. Voilà. Et à ce moment-là, je vais dans mon notepad, toujours, et je reprends le contenu du fichier que je vais mettre dans la valeur. J'ajoute le secret. Et maintenant, en fait, mon système est prêt et je peux refaire un nouveau commit avec un nouveau workflow, en fait. Et donc là, à ce moment-là, on a deux workflows qui marchent. Un pour la prod, qui ne tournera que quand on fera un push sur master, et un pour la dev, qui ne tournera quand on fera seulement un push sur la dev. Et donc, hop, ici,
on peut voir, donc si on va sur le CI/CD dev, qu'il y a un pull qui est en train d'être mis en route, enfin, on a un GitHub Actions qui est mis en route, et là on va pouvoir voir à nouveau toutes les étapes qu'on a vues juste avant, sauf que là ça va l'envoyer sur la version de dev. Donc là, à nouveau, j'ai coupé pour la démo, et on va pouvoir aller sur le site web et voir que le site est bien, qu'il y a bien le site web qui est prêt. Et voilà. Cool. Alors, Donc ça, c'était GitHub Actions. je vais Ouais. juste repasser pour celui qui veut dans le GitHub en dev, pour la partie dev, pour montrer les différences qui sont importantes. Donc la partie CI/CD, le nom a juste changé. La partie Ouais, DevOps, et la ici, branche, on parle bien d'une branche c'est différente. ça. Et finalement, juste en dessous, on a l'app name qui a changé et ainsi que le publish package. Le secret, c'est ça. Et Et donc, donc, en fait, on peut facilement faire plusieurs workflows différents, très facilement, juste en copiant-collant et modifiant notre code qui a déjà été fait, pour justement avoir plusieurs workflows différents par rapport, par exemple, si on va avoir un dev, un prod, un par équipe, etc., etc. Donc, je te laisse continuer avec Azure Pipelines maintenant. super, merci Nathan. Maintenant, on va parler un peu plus professionnel, si tu veux bien, parce que le UI, c'est bien, c'est trop clic pour moi. Moi, je préfère du click by click. Un peu comme Denis dans la présentation précédente. Denis, je sais, en le connaissant personnellement, qu'il est très axé sur moi, je veux du visuel, c'est plus facile à mettre en place. Et donc, par rapport à ça, ce que je vais vous présenter, c'est la solution Azure DevOps. Donc, sur Azure DevOps, on est exactement sur la même façon, même découpe de code. Donc, on va avoir une partie, un service pour le code et un service pour la partie du build des pipelines. Et donc, au niveau du code, bon, on peut faire des pull requests aussi, on peut avoir la vision sur les fichiers, sur l'historique du code, mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est la partie pipeline. Donc, au niveau du pipeline, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de créer un pipeline, comme sur GitHub Action, mais on a un assistant qui est beaucoup plus intuitif. Donc, on va avoir déjà la possibilité, lors de la création du pipeline, de pouvoir choisir quelle est la source du code qu'on veut avoir. Donc ici, on peut avoir Azure DevOps, mais on peut aussi avoir Bitbucket au niveau du cloud, GitHub, GitHub on-premise, si on veut ça en serveur, tout autre Git qui sont disponibles, et du Subversion si jamais on le veut. Une fois qu'on a pris la version qu'on veut, dans mon cas, je vais rester dans Azure Repo, on choisit la branche, on choisit pardon, le repository qu'on veut utiliser. Ici, je vais prendre le repository website, et on va avoir la possibilité de choisir un pipeline, soit vide, ou alors on peut être aidé par Azure, par Azure DevOps, qui va nous dire, OK, moi j'ai analysé un peu ton code, je vois qu'il y a du .NET, voici les templates que je peux te proposer. Donc dans ce cas-ci, j'ai ASP.NET Core.framework, j'ai pas mal de choses différentes, mais nous on va prendre la partie ASP.NET pour commencer. Et là, on est dans la même interface, à peu près la même que Nathan parlait, avec du YAML. On a également, comme le marketplace de GitHub, un assistant qui va nous permettre de pouvoir avoir pas mal de tâches prédéfinies et de pouvoir utiliser ces tâches-là pour pouvoir nous aider à aller plus vite lors de la rédaction de notre YAML. Et au niveau de notre YAML, quand on ouvre une tâche dans l'assistant, on va déjà avoir une aide qui est encore plus intuitive, j'ai l'impression personnellement, que sur Git Action. C'est un combat, Nathan, hein. Tu es d'accord que là, je suis en train de te dire que c'est mieux. Hein. Ouais, je sais. Mais malheureusement, Azure DevOps existe depuis bien plus longtemps aussi. Hein, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que GitHub Actions est le petit nouveau dans la concurrence. Exactement. Donc moi, je vais reprendre un build un peu précédent que j'avais fait, qui est plus UI, qui est plus orienté sur le UI, où je fais exactement la même chose, et c'est plus du click by click pour pouvoir configurer ce build avec l'ajout dans le job de se dire step by step ce qu'on veut avoir. Et ici, je vais faire exactement la même chose, mis à part un petit point en plus, c'est que je vais ajouter dans l'artefact, à la fois dans le premier artefact, le website, et dans un deuxième artefact, je vais rajouter le code généré des UI tests pour pouvoir le runner plus tard. Au niveau de Azure Pipeline, on peut également rajouter des variables si on le veut, de pouvoir faire la progression, soit qu'elle soit toujours la même, ou alors on peut la proposer lors du fait quand on veut manuellement générer une nouvelle pipeline. On peut également donner un trigger, comme toi tu l'as fait. Mais ici, c'est beaucoup plus UI. C'est beaucoup plus UI. On va cocher. C'est trop de clics pour moi, ça. Ouais, non, mais je préfère, c'est plus facile de voir. On va cocher plus rapidement ce qu'on a besoin réellement. On va voir ici, par exemple, c'est le Enable Continuous Integration. On va lui dire sur quelle branche il doit être fait. Ici, j'ai pris Master, mais le mieux, c'est de le faire sur toutes les branches en même temps. Et on va pouvoir queuer notre première build. Donc ici, la première chose à faire, c'est de choisir l'agent. Dans mon cas, j'ai choisi un agent qui était chez moi.
On va pouvoir choisir la branche et on va pouvoir démarrer le build. Donc le build démarre. On va voir les logs qui vont apparaître, qui vont nous permettre de voir comment ça se passe. Pour le bien de la démo, on l'a déjà fait, on l'a accéléré. Et il m'avertit que j'ai 2 artefacts qui ont été produits et que 100% de mes tests sont verts. Ils sont T'as passés. bien boosté ta machine pour que ça aille si vite. Hein. J'ai un i18, c'est pour ça. Et donc, Ah, c'est pour ça. on peut voir que mon test est passé à 100%, mais j'aurais pu aussi ajouter le test coverage. Ça ne nous intéressait pas trop ici, donc je ne l'ai pas ajouté, mais ça aurait pu être quelque chose qu'on a fait. Et j'ai généré 2 artefacts. Donc le premier, dans la partie drop, c'est le website, et un deuxième, que je peux télécharger d'ailleurs le website, et le deuxième, c'est la partie UI avec le contenu de tous les tests pour pouvoir les runner plus tard. Ensuite, on arrive dans la partie release. Contrairement à Nathan, Nathan, lui, a tout fait dans le pipeline YAML pour pouvoir faire le build et puis après le déploiement. Moi, je vais le faire en 2 parties. Je vais utiliser la partie pipeline pour pouvoir faire le build et la partie release pour pouvoir déployer. Alors, pourquoi je vais faire ça? Simplement parce que c'est beaucoup plus graphique de pouvoir distinguer les différents environnements grâce à la release. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est on peut créer une nouvelle release, donc simplement new release pipeline, et on va se retrouver dans la même chose, toujours des templates qui vont nous être offerts pour pouvoir déployer facilement notre code. Donc ici, on peut soit démarrer avec un template ou soit démarrer de façon vide. Donc je vais prendre de façon vide et j'aurais pu le faire manuellement step by step. Je vais partir plutôt sur un truc qu'on a déjà fait également, qui s'appelle le continuous deployment. Je me suis trompé au niveau des termes, je suis désolé. Ici, c'est continuous deployment. Donc, si je reviens sur l'introduction qu'on avait fait au niveau du DevOps, c'est le deuxième stage, c'est là où il y aura une approbation manuelle. Un test, ouais. Et donc, si j'ouvre ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai les stages. Les stages, c'est les différents environnements, c'est les différentes étapes pour pouvoir mettre en production. Je vais avoir un stage que je vais appeler test, qui va me permettre d'avoir un environnement de test, et un stage de production. Donc, de quoi est constitué un stage? Ici, c'est simplement le déploiement de mon Azure DevOps. Même chose que chez toi, Nathan, on a la possibilité de pouvoir avoir un assistant qui va nous permettre de dire, voilà, il faut que tu remplisses ça, 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 ça et ça, et OK, c'est bon, le reste est fait. La différence par rapport à GitHub Action, c'est qu'ici, le lien entre Azure et Azure DevOps est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que je vais simplement venir ajouter la subscription dans Azure DevOps et directement, mon assistant va me permettre de pouvoir sélectionner ce que j'ai réellement envie de pouvoir mettre en production sur un service particulier. Donc, dans ce cas-ci, j'ai choisi ma subscription Azure Sponsorship, qui m'est gracieusement offerte par Microsoft, et je choisis le type. Donc, ici, c'est un web app on Windows. J'aurais pu avoir un web app on Linux, mais je n'ai pas voulu le faire. C'est plus facile en Windows pour le moment. Et j'ai choisi le app service name qui va s'appeler TartinTech-AZ pour Azure DevOps-test et que je vais pouvoir déployer. Ensuite, j'ai la même chose pour la partie production. C'est exactement le même, mis à part le fait que je vais déployer sur AZ-prod plutôt qu'AZ-test. J'ai 2 environnements, mais j'ai le même code qui est derrière. Qu'est-ce qu'on va déployer? C'est la question qu'on va se poser, c'est un artefact. L'artefact, il y a plusieurs possibilités de pouvoir le choisir. Donc, soit on le prend à partir d'un artefact, de la partie artefact, du service artefact, qui nous permet de pouvoir avoir des nuggets, des Maven ou des NPM, ou alors on prend dans un résultat de build. Ici, c'est ce que je vais prendre. Mon exemple, c'est de prendre le résultat d'un build, et je vais choisir un projet. Le projet, ça va être le website, et la source, c'est le build qui s'appelle CI, parce que je l'avais appelé comme ça. On va choisir aussi la version qu'on veut mettre. On peut soit choisir une version spécifique, ou alors de toujours dire qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle version, un nouveau continuous delivery, dans ce cas-ci, on va pouvoir utiliser une version spécifique. Moi, j'ai pris les tests, c'est un choix qui nous permet de pouvoir avoir à chaque fois la dernière version disponible. On peut aussi avoir un trigger, un déclencheur, pour pouvoir permettre de générer automatiquement une nouvelle release à chaque fois qu'on veut le faire. Dans mon cas, je ne vais pas le mettre parce que j'ai 2 pipelines qui tournent derrière j'ai 2 releases qui tournent derrière un seul pipeline. Ça n'a pas beaucoup de sens de déployer en simultané 2, mais vous pouvez le faire directement comme ça et c'est comme ça que c'est fait pour l'autre. Et pour la partie approval, donc on peut dire, OK, pour aller en production, il faut qu'il y ait 2 personnes, ici dans ce cas-ci, Nathan et moi, qui mettons notre cachet pour dire, OK, j'ai confiance en vous, développeurs, vous avez fait du bon travail, on peut y aller. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, le système d'approbation. On arrive sur une release qui a déjà été faite. Donc ici, j'ai ma release 1 qui attend d'être mise en production. J'ai la possibilité de pouvoir approuver le code de Nathan. Donc je vais lui dire, Nathan, tu as bien travaillé, merci de ta contribution. Ouais, j'avais confiance en mon code. Moi aussi, j'ai vu que c'était vert avant, donc c'est bon pour moi. Et donc, automatiquement, ça va maintenant à être déployé en prod parce que j'ai accepté. Mais on peut aussi faire
un déploiement qui soit retardé dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dire, OK, je suis d'accord maintenant, mais je vais déployer ce soir à minuit. Ça, c'est dans toutes les configurations liées au déploiement qu'on va pouvoir arriver à faire. Une fois que c'est déployé, tout ça, c'est en prod. Alors, on va partir pour le dernier, le continuous delivery, que j'ai appelé ici malheureusement continuous deployment, je suis désolé. Et ici, ce que je vais ajouter, c'est pour s'assurer que tout soit stable, on va runner des tests automatisés. Donc, comment ça va se passer? C'est que dans chaque environnement, je vais déployer, et une fois que j'aurai déployé, que tout sera déployé correctement, je vais tourner mes tests. Pour tourner mes tests, comment ça va se passer? C'est que j'ai besoin d'avoir un VSTS console, quelque chose qui va me permettre de tourner les tests, parce que j'ai fait mes tests en Visual Studio, je vais utiliser la structure de Visual Studio. Donc, je vais installer cette partie-là, la plateforme de test, et puis après, je vais tester les DLL pour pouvoir les tester. Donc ici, simplement, ce que je vais spécifier en plus, c'est l'URL qu'il doit utiliser pour pouvoir tester. Vu que c'est l'URL aujourd'hui qui nous permet de pouvoir faire les tests dans la zone de test, la voici, ça nous permettra directement de targeter les tests. On en est où? Mais on arrive au moment où on va vouloir déployer, les tests sont bons, on a tout déployé dans les deux environnements, les tests sont verts, ils semblent verts. Si je vais dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un petit trophée en disant hey, « t'as réussi, tout est bon ». Et au niveau de mes second tests, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai fait le nécessaire pour que mes tests UI sont visibles directement à partir d'Azure DevOps. Et donc, je peux vérifier que après un déploiement, le contenu de mes screenshots qui ont été réalisés durant mes UI tests sont bien ceux que je m'attends à avoir. Et puis après, on pourrait éventuellement penser à faire du machine learning, regarder que les trucs soient bien mis. On peut avoir plusieurs images. On peut aussi définir durant les tests d'avoir plusieurs tailles d'écran pour être plus en mobile, soit en grand écran, soit en petit écran, en tablette, etc. Tout ça est faisable. Il n'y a plus qu'à programmer. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression vraiment que sur Azure Pipeline, c'est une meilleure gestion des tests que sur Azure DevOps. Sur GitHub Actions, désolé. J'ai l'impression que j'en ai, en tout cas. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est les deux, ils ont vraiment des avantages, GitHub Action et Azure Pipeline, mais comment est-ce qu'on pourrait les faire cohabiter? Mais il y a des solutions. Nathan, je te laisse commencer par la première, la plus simple. Oui, donc dans GitHub, il est possible d'utiliser Azure Pipeline en fait. Donc d'utiliser les pipelines d'Azure directement dans GitHub en utilisant une apps du marketplace et en le setupant sur un de nos repos et donc faire ce qu'Adrien nous a montré, mais pour GitHub. Du côté d'Azure Pipeline, je vous l'ai montré un peu tout à l'heure, je vous ai déjà un peu donné la réponse, c'est lorsqu'on crée un nouveau pipeline, on avait le choix de pouvoir choisir GitHub. Et donc, on peut l'avoir soit avec le mode YAML, mais aussi on peut l'avoir au niveau du UI. Oui, c'est ça. Et finalement, le plus beau, c'est qu'on peut, lorsqu'on a nos builds, nos pipelines de déploiement ou de build qui fonctionnent sur Azure DevOps, de venir mettre dans un README de chez GitHub, d'avoir des beaux badges pour dire « Hey, c'est vert, ça fonctionne, on arrive à compiler et on arrive à le déployer. » Et ça c'est beau. Quand même super beau. Ouais, on est d'accord. Si on veut résumer, pour moi, les deux ont une interface super cool. Ouais, ça c'est sûr. Par contre, je suis désolé, mais je pense que Azure DevOps a une meilleure ouverture et une modularité par rapport à GitHub. Il y a déjà un grand panel, il y a déjà un grand marketing. Ouais. Azure DevOps a quand même beaucoup plus de templates disponibles, beaucoup plus de façons de pouvoir optimiser ce qu'on veut faire, mais surtout, c'est qu'on peut aussi avoir nos propres agents qui nous permettent de pouvoir avoir nos propres environnements derrière. Oui, c'est ça. Et ce qui est bien aussi avec GitHub et qui va s'améliorer en fait au fur et à mesure du temps, c'est que les actions peuvent être développées par n'importe qui, donc par la communauté. Et donc au fur et à mesure du temps, on va en avoir de plus en plus. Et du coup, GitHub Actions va être de plus en plus fourni avec son marketplace. Et justement, ouais, c'est ça. Et justement, en fait, d'un point de vue communautaire, GitHub est la référence de la communauté. Donc c'est ça qui est aussi important, c'est vraiment GitHub mise tout sur la communauté en fait. Ok. Et finalement, je pense que derrière, il y a la partie build. Moi, j'étais à 1 minute 20, toi, tu étais à 1 minute 50 à peu près. Il n'y a pas une différence si importante par rapport au même projet. Je pense derrière que moi, j'ai gagné un peu de temps parce que j'avais déjà le .NET SDK qui était installé sur ma machine, alors que toi, tu ne l'avais pas encore. C'est ça, à mon avis, c'est dans ces interactions-là qui gagnent du temps, Azure DevOps. Je pense vu que justement, c'est hosté, ouais. Je pense derrière que c'est un match nul, hein. Ça fait 2-2 en tout cas. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est aussi un match nul, malheureusement. À ce combat-là, on essaiera d'en faire un autre plus tard. C'est ça.
Alors, tu as encore un truc à nous parler? Ouais, donc j'ai deux petits trucs à vous parler. Donc, si vous vous embêtez un petit peu pour le moment avec le confinement, etc., on organise ici du 3 au 5 avril, donc ce week-end, un hackathon justement sur le thème du Covid-19, du home working, etc. Donc, vraiment lié à l'actualité du moment. Et vous aurez la chance de voir encore Adrien en tant que coach et aussi Olivier. Et pour un peu plus tard, pour changer les idées après le confinement, on a le Hack in the Woods qui est un hackathon slash festival où on va justement aider à un monde meilleur en développant des projets pour des grandes ONG comme Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, WWF, etc., etc. Et vous pouvez retrouver les informations sur hackinthewoods.be. Il y a quand même un truc super cool au Walking the Woods, c'est le fait que tu travailles dans les bois. Tu as ton Oui, oui. ta tente et tu travailles dans les bois. C'est quand même extraordinaire. C'est Ouais, unique au ouais, monde. bah oui, c'est totalement, vraiment, c'est un festival en fait. Et t'es dans les bois et bah, tu t'amuses quoi. C'est vraiment ça. Le mot-clé du Hacking Out, c'est l'amusement et le développement quoi. Et surtout le karaoké à 2 heures du matin. Chut, ça on peut pas trop en parler. Merci. Vous avez des questions?